Bonjour, c'est Dr Mansouri. On va commencer là le cours. J'espère que vous êtes déjà présent. Donc, l'intitulé du cours d'aujourd'hui, c'est le couple infertile. La séance, elle se déroulera comme suit. On va exposer d'abord le cours. Et s'il nous reste du temps, il sera consacré pour vos questions. Merci. Donc, on commence là. S'il y a des commentaires ou des questions, vous me les envoyez par message. D'accord? Donc, le couple infertile. On commence par les objectifs de notre cours, qui sont savoir maîtriser la conduite de la première consultation du couple infertile, connaître les différentes étiologies qui sont assez multiples dans le cadre de l'infertilité et avoir une idée sur la prise en charge thérapeutique. Qu'est-ce que l'infertilité? Il faut savoir que l'infertilité est définie comme étant l'absence de survenue de grossesse, et ceci après plus de 12 mois de rapports sexuels, bien sûr au sein du même couple, et c'est des rapports qui ne sont pas protégés, c'est-à-dire en dehors de toute contraception. Cette dernière est dite primaire dans le cas où il n'existe aucun antécédent de grossesse, et elle est étiquetée comme étant secondaire dans le cas où il existe des antécédents obstétricaux, à savoir un avortement, une grossesse extra-utérine, une grossesse, quelle que soit sa terminaison, aboutissant ou non à un enfant. J'espère que vous êtes en train de suivre et que je ne vais pas trop vite. On poursuit par l'intérêt de la question. Il faut savoir qu'un couple sur 7 consultera au cours de sa vie reproductive pour un désir de grossesse. Très bien, parfait. Donc, un couple sur 7 consultera au cours de sa vie reproductive pour un désir de grossesse, faisant ainsi de ce problème un problème de santé publique. Sachant qu'elle est attribuée à une cause féminine dans à peu près 30% des cas, donc on dira un tiers des cas, à une cause masculine également à un tiers des cas, et à une cause mixte dans le tiers restant. Sachant que tous ces chiffres épidémiologiques, c'est des chiffres étrangers. On n'a pas d'études nationales dans ce sens. D'accord? On poursuit. Avec le papier. Par la conduite de la première consultation du couple infertile, qui se déroulera comme suit. Un interrogatoire, un examen clinique et des examens complémentaires. En premier lieu, l'interrogatoire. L'interrogatoire du couple, l'interrogatoire de la femme, ainsi que l'interrogatoire de l'homme. On commence par l'interrogatoire du couple. On s'attellera à avoir des informations très détaillées, notamment sur la durée de la vie sexuelle, sur l'ancienneté de l'infertilité, sur les caractéristiques des rapports sexuels, leur fréquence, leur périodicité, est-ce qu'ils sont en rapport avec la période de fécondabilité de la femme ou pas, la notion de grossesse avec le même partenaire ou un autre partenaire, donc si elle est primaire ou secondaire, les explorations qui ont été entreprises, les thérapeutiques et leurs résultats. Là, c'était l'interrogatoire de notre couple. L'interrogatoire de la femme. L'âge est un facteur très important. Il faut savoir qu'à partir de 35 ans, il y a un fléchissement de la fertilité féminine. Les antécédents, qu'ils soient familiaux ou personnels. Familiaux, c'est toutes les pathologies qui sont susceptibles de retentir sur la fertilité. Personnel, on a bien sûr les antécédents médicaux, chirurgicaux, gynécologiques et obstétricaux. Les médicaux, c'est toutes les pathologies qui vont retentir, à savoir une tuberculose, des infections générales, des infections localisées. Chirurgicaux, essentiellement, c'est la chirurgie pelvienne. Gynécologique et obstétricaux, là, on va s'étaler, on ne va pas s'en priver.
c'est l'âge des ménages, les caractéristiques du cycle, les antécédents d'une infection, le type de contraception, d'un avortement. C'est toutes les caractéristiques qui vont nous ramener des informations par rapport à la vie reproductive de la femme. On passe à l'interrogatoire de l'homme, l'âge, bien sûr, les antécédents familiaux, c'est les pathologies qui sont susceptibles de retentir. Est-ce qu'il y a eu des antécédents d'infertilité familiale, de mucoviscidose? Les antécédents médicaux, chirurgicaux, personnels, notamment les antécédents d'orchite, c'est les oreillants, les maladies infantiles, les maladies générales, les torsions de kyste, les torsions testiculaires à l'enfance, les hernies inguinales, la chirurgie. La profession, c'est la notion d'exposition chez l'homme à la chaleur, aux pesticides, les habitudes de vie, tout ce qui est tabagisme, toxicomanie, tout ça peut retentir sur la fonction de reproduction chez l'homme. Voilà, là, on a fait le tour de notre interrogatoire. On passe à notre examen clinique. Donc, chez la femme, on réalisera un examen général somatique, la prise de poids, la taille, le calcul de l'IMC, car il y a une relativité entre le poids et le risque de fléchissement de la fertilité. On va rechercher et examiner la femme afin de pouvoir caractériser les caractères sexuels secondaires. Est-ce que ces caractères sont présents ou ils sont absents? Et dans le cadre où ils sont présents, sont-ils normaux ou anormaux? On recherchera les signes d'hyperandrogénie, à type d'hirsutisme, d'acné, d'hyperséborrhée, etc. Un examen gynécologique détaillé, bien sûr. On commencera, comme toutes les étapes sémiologiques, par une inspection de la région pelvienne, du périnée, des organes génitaux externes. On va apprécier l'imprégnation oestrogénique, la mise en place du spéculum afin de pouvoir apprécier toujours par inspection la qualité du vagin, le col, l'examen de la glaire cervicale. Et on terminera par nos touchés pelviens, à savoir un toucher vaginal, un toucher rectal et un toucher bidigital, afin de pouvoir apprécier la consistance du col, sa position, les caractéristiques utérines, la position de l'utérus, sa taille, ses contours, sa consistance, s'il y a une douleur, les cul-de-sac, est-ce qu'ils sont douloureux, comblés ou pas. D'accord? Là, c'était l'examen clinique chez la femme. On passe par la suite à l'examen clinique chez l'homme. Poids, taille et calcul de l'IMC aussi, c'est aussi important chez l'homme. Caractères sexuels secondaires, est-ce qu'ils sont présents ou pas? Et examen des organes génitaux externes, à savoir l'inspection des bourses. On peut tomber sur un diagnostic de varicocèle. L'examen des testicules, la palpation, est-ce qu'ils sont en place? On peut éliminer l'ectopie déjà. Leur consistance, leur taille, l'examen des voies spermatiques, notamment le canal déférent. Et bien sûr, le toucher rectal afin d'apprécier notre prostate. D'accord? Là, donc, on est passé concernant la conduite de la première consultation. On a vu ensemble l'interrogatoire du couple de la femme et de l'homme, l'examen clinique de la femme et de l'homme. Et là, on va passer à nos examens complémentaires. J'espère que vous arrivez à suivre et que je ne vais pas trop vite. Donc, les examens complémentaires, en matière de couple infertile, il existe des examens dits de première intention et des examens dits de seconde intention. Les examens de première intention sont réalisés de manière systématique pour tous les couples qui viennent consulter pour infertilité. Les examens de seconde intention, ils sont indiqués en fonction de notre enquête et en fonction de notre orientation étiologique. On entame par les examens de première intention qui sont au nombre de 5, la courbe ménothermique, le bilan hormonal, l'échographie pelvienne, l'hystérosalpingographie et le spermogramme spermocytogramme. Donc 4 examens pour le volet féminin et un examen pour le volet masculin. On va détailler tout de suite. La courbe ménothermique, il s'agit d'une prise de température quotidienne, bien sûr, chez la femme. C'est une prise le matin au réveil avant de mettre le pied à terre. Il faut respecter la même voie de la prise et le même thermomètre afin qu'il n'y ait pas de biais dans notre prise de température. Cette prise va être consignée et on réalisera une courbe de température. Elle a pour but de mettre en évidence la qualité de l'ovulation. Donc, on va pouvoir apprécier s'il y a une ovulation et si elle existe, cette ovulation, est-ce qu'elle est bonne? Donc, est-ce qu'elle est de bonne qualité ou de mauvaise qualité? Donc, soit on a une courbe qui est dite, entre guillemets, normale, soit la courbe est anormale. Et on assistera à 2 cas de figure. Elle est dite en rapport avec une dysovulation, c'est une ovulation qui est anarchique, ou une anovulation, c'est l'absence totale d'ovulation. La première courbe que vous voyez, c'est une courbe en rapport avec
une courbe qui est dite tout à fait normale. C'est une courbe qui est biphasique. On a deux phases. Le premier plateau qui correspond à la phase folliculaire, le second plateau correspond à la phase lutéale, qui sont séparés là par l'ovulation. C'est le pic de LH qui entraîne une augmentation de la température, d'où la courbe biphasique. Là, c'est une courbe tout à fait normale. D'accord? On poursuit par la deuxième courbe. C'est une courbe qui est dite anarchique. C'est une courbe qui correspond à une disovulation. La dernière courbe, c'est une courbe en plateau où il n'y a pas de décalage thermique du tout. C'est une courbe qui correspond à une anovulation. On a terminé avec la courbe ménothermique. On passe au second examen complémentaire qui est le bilan hormonal. On procédera à un prélèvement sanguin chez la femme entre J2 et J3 du cycle. On demandera un taux de FSH, de LH et de stradiol qui vont témoigner de la fonction de l'axe hypothalamo-hypophysaire et de la fonction ovarienne. On peut demander d'emblée un taux de prolactine et de testostérone qu'on peut rajouter d'emblée. Et ceci lorsque notre examen clinique a conclu à la présence de signes en faveur d'une perturbation du taux de prolactine, donc la présence d'une galactorée, ou de signes en faveur d'un syndrome d'hyperandrogénie. Donc, le troisième examen complémentaire, qui n'est autre que l'échographie pelvienne. Cette échographie peut être réalisée par voie sus-pelvienne, par voie endo-vaginale. En général, on la réalise entre J2 et J5 du cycle et elle nous permet d'explorer notre utérus, les ovaires et le pelvis. On précisera la position, la taille, l'échogénécité de toutes ces structures. À titre d'exemple, je vous ai mis des images de clichés. Le premier cliché que nous voyons là, c'est une coupe longitudinale de l'utérus. Tout ça, c'est notre utérus. Donc là, c'est les contours qui paraissent être corrects, l'échogénécité qui est homogène. Et là, ce qu'on voit, c'est notre endomètre. Lorsque l'utérus est vide, on parle de ligne de vacuité. Les faces utérines sont coalescentes et on obtiendra à l'échographie une ligne. On parle de ligne de vacuité. D'accord? Là, c'est un utérus en coupe longitudinale. Là, c'est un utérus qui porte quelques anomalies. Ce sont des fibromes. 3 fibromes. C'est un utérus polymyomateux. Le troisième cliché, c'est un utérus qui est porteur d'un polype. C'est un polype qui s'interpose entre les parois. C'est un polype endocavitaire. Le second cliché, c'est un cliché qui est fait par voie endovaginale qui met en évidence un ovaire. Tout ça, c'est notre ovaire. Et ce qu'on voit en noir là, ce qui sont anéchogènes, ce sont nos follicules. On peut faire un comptage folliculaire entre J2 et J5 du cycle. Le nombre normal, c'est entre 5 et 9 follicules, voire 10 follicules. Inférieur à 5, c'est une insuffisance. Supérieur à 10, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. La dernière iconographie est en faveur d'un kyste. C'est un kyste de l'ovaire. Qu'on voit ici, là c'est l'utérus et là c'est l'ovaire qui est porteur d'une formation anéchogène assez volumineuse, c'est un kyste ovarien. On passe au quatrième examen complémentaire qui est l'hystérosalpingographie. L'hystérosalpingographie est un examen d'imagerie radiologique qui consiste en l'introduction d'une canule au niveau du col, comme on le voit ici, et on va injecter au niveau de la cavité utérine un produit de contraste, un produit radio-opaque, qui va diffuser au niveau de la cavité, au niveau des trempes et ultérieurement par le biais de l'ostéum droit et de l'ostéum droit, donc par le biais des deux ostéas, au niveau du pelvis. On prendra bien sûr de manière chronologique des clichés radiologiques. Hein, d'accord? L'intérêt de l'hystérosalpingographie est de pouvoir, on va investiguer la cavité utérine, donc son intégrité, est-ce qu'elle est intègre ou pas, la perméabilité tubaire, est-ce que nos trempes sont perméable ou pas, et la perméabilité où on parle de brassage péritonéal, la perméabilité du pelvis. Là, c'est une image qui montre par exemple une imperméabilité, c'est une trempe obstruée. Il y a eu un passage par ici du liquide, côté controlatéral, il n'y a pas de passage. Les conditions de réalisation de l'hystérosalpingographie, on la réalise en général entre J8 et J12 du cycle afin de pouvoir éviter toute éventuelle grossesse. Elle est réalisée en dehors, bien sûr, de toute grossesse, de toute métrorragie non étiquetée, pouvant correspondre à une grossesse, bien sûr, et en dehors de toute infection afin d'éviter de disséminer notre infection, d'où la nécessité de prescrire des antibiotiques.
C'est un examen qui est réalisé par un radiologue. Hein. D'accord? Là, c'est un cliché d'hystérosalpingographie. On voit notre utérus qui est radio-opaque et les deux trompes, droite et gauche. Il y a un passage, c'est normal. C'est une hystérosalpingographie qui est étiquetée comme étant normale. Le second cliché, c'est une hystérosalpingographie dans laquelle, là, c'est notre canule qui est placé au niveau du col. La cavité utérine est visualisée, mais on ne visualise pas nos trompes. C'est une obstruction tubaire bilatérale proximale. D'accord? J'espère que je ne vais pas trop vite. On poursuit par le spermogramme et le spermocytogramme. C'est le dernier examen et le seul à réaliser pour l'homme. Donc, le recueil du sperme se fait en général, enfin, il se fait après 72 heures, soit 3 jours d'abstinence. Il se fait au niveau du laboratoire par masturbation. Une fois le sperme recueilli, on va procéder à sa liquéfaction et c'est en étude sous microscope. Il y a plusieurs paramètres à étudier, à savoir le volume de l'éjaculat, la concentration de l'éjaculat en spermatozoïdes, la vitalité des spermatozoïdes, la mobilité des spermatozoïdes, la morphologie des spermatozoïdes, le pH et la présence ou non de leucocytes. Tous ces paramètres ont été consignés selon les normes de l'OMS, c'est l'OMS 2010. On a des valeurs normales et bien sûr, à côté, c'est la définition de toutes les anomalies du spermogramme et du spermocytogramme. On a fait le tour des examens complémentaires et par ce fait, on a finalisé la conduite de la première consultation du couple infertile. On passe aux étiologies de l'infertilité. Il y a des problèmes de connaissance à ce que je vois. J'espère que vous m'entendez. Très bien, on poursuit. Donc, les étiologies, on commence par les étiologies masculines. On décrit les causes excrétoires et les causes sécrétoires. Les causes excrétoires, c'est des causes purement mécaniques. Elles sont en rapport avec une obstruction. C'est une anomalie des voies excrétrices. Elles peuvent être en rapport avec une cause congénitale ou une cause post-infectieuse. Très bien, tout est bon. Merci à vous. Donc, on disait les causes excrétoires, c'est une cause dite mécanique, c'est une obstruction des voies spermatiques qui peut être d'origine congénitale, notamment dans le cadre de la mucoviscidose, de la pathologie intestinale, ou d'origine infectieuse, une infection qui soit spécifique ou non spécifique, telles que les spécifiques, bien sûr, les plus présentes, c'est les chlamydiés, la gonococcie et la tuberculose. Les causes sécrétoires, qui peuvent être en rapport avec s'il vous plaît, veuillez éteindre vos microphones. Donc, la cause sécrétoire, c'est une cause hormonale qui peut être d'origine haute, hypothalamo-hypophysaire, d'origine basse, purement testiculaire ou d'origine générale. Les origines hautes, hypothalamo-hypophysaire, on peut citer à titre d'exemple les tumeurs hypothalamo-hypophysaires, les traumatismes de la base du crâne, l'hypopituitarisme qui, dans ce cas, s'accompagne d'infléchissement des autres axes, de signes d'hypothyroïdie, d'hypocorticisme, etc. Là, c'est les causes hypothalamo-hypophysaires. Les causes basses, testiculaires, on peut citer les varicocèles, les antécédents d'orchite ourlienne, c'est les infections, c'est les oréans, la pathologie infantile, les traumatismes, l'exposition à la chaleur, aux pesticides, la radiothérapie, les antécédents de radiothérapie, de chimiothérapie, le syndrome de Klinefelter, tout ça, c'est des causes testiculaires locales. Les causes générales, bien sûr, il faut savoir que toute pathologie générale peut retentir sur la reproduction. À titre d'exemple, le diabète, l'insuffisance rénale, la pathologie hépatique, tout ça peut retentir sur la fonction de reproduction. Donc, une fois notre orientation étiologique établie, on pourra réaliser notre fameux bilan de seconde intention, à savoir un bilan hormonal. On peut compléter chez l'homme un taux de testostérone, d'inhibition, de FSH, de LH, un bilan infectieux,
des prélèvements infectieux, une exploration endoscopique des voies excrétrices, une échographie testiculaire et scrotale, une IRM cérébrale lorsque l'orientation elle est haute, voire carrément on peut exiger et demander un cariotype. Notre bilan de deuxième intention est fonction de notre orientation étiologique. Là, c'était tout ce que je pouvais dire concernant les étiologies masculines. On passe aux étiologies féminines. Elles sont de deux ordres aussi, hormonales ou mécaniques. Concernant les étiologies hormonales, elles peuvent être d'origine ovarienne, elles peuvent être en rapport avec un syndrome d'hyperandrogénie, elles peuvent être en rapport avec une hyperprolactinémie ou d'origine générale. On commence, il faut savoir que de manière générale, les causes hormonales se caractérisent cliniquement par des troubles du cycle, à type de spanioménorrhée, c'est des règles qui sont de plus en plus espacées, voire d'aménorrhée. Concernant les causes ovariennes, la cause ovarienne, en fait, c'est une insuffisance ovarienne. Cette dernière, elle peut être primitive ou secondaire. Primitive, c'est l'atteinte de l'ovaire. Secondaire, elle est secondaire à l'axe hypothalamo-hypophysaire. L'atteinte primitive, elle peut se voir dans le cadre d'une ovarite, une atteinte de l'ovaire, elle peut être auto-immune, virale, on peut l'avoir post-chimiothérapie, post-castration, d'accord. Tout ça, c'est l'atteinte de l'ovaire. Elle se manifeste par des troubles du cycle et sur le bilan hormonal, le diagnostic de certitude, c'est un taux de stradiol qui est bas alors que le taux de FSH est très élevé. On parle de feedback négatif. Là, c'est l'insuffisance ovarienne primitive. L'insuffisance ovarienne secondaire, elle peut être en rapport avec un traumatisme, un syndrome tumoral hypothalamo-hypophysaire, un syndrome de Sheehan. Le syndrome de Sheehan, vous l'avez vu, j'imagine, que les hémorragies de la délivrance, un hypopituitarisme. Toutes ces causes peuvent être à l'origine d'une insuffisance ovarienne secondaire. La différence avec l'insuffisance ovarienne primitive, c'est que là, au contraire, on aura un taux de stradiol bas ainsi que le taux de FSH qui sera lui aussi bas. On passe au syndrome d'hyperandrogénie. Donc, l'hyperandrogénie, cliniquement, elle se manifeste par des troubles du cycle, toujours des spanioménorrhées, des aménorrhées, et par des signes d'hyperandrogénie clinique, à savoir l'acné, l'hyperséborrhée, des signes de virilisation, l'arcticité de la voix, l'alopécie. Sur le plan biologique, c'est les dosages du taux de testostérone, de la DHEA, de l'hydroxyprogestérone. Et ce syndrome d'hyperandrogénie peut être attribué à une cause surrénalienne, peut être d'origine iatrogène ou autre. L'hyperprolactinémie. Sur le plan clinique, l'hyperprolactinémie, elle va se manifester par des troubles du cycle et par une galactorée. Donc, spanioménorrhée, aménorrhée et galactorée. Elle peut être en rapport, cette hyperprolactinémie, avec une origine tumorale ou non tumorale. Tumorale, micro ou macroadénome. Et là, c'est tout le cortège du syndrome tumoral, céphalée, troubles visuels, avec galactorée, aménorrhée, on s'oriente vers cette origine. Et c'est l'IRM qui va faire la confirmation dans notre diagnostic. Dans le cas où elle n'est pas tumorale, elle peut être attribuée à un syndrome des ovaires polykystiques, à une hypothyroïdie, elle peut être d'origine iatrogène, ou voire idiopathique. La pathologie générale aussi, toute pathologie générale peut retentir sur l'équilibre hormonal, entraînant des troubles hormonaux à l'origine d'une infertilité. Voilà, là, c'était les causes hormonales, donc ovarienne, hyperandrogénie, hyperprolactinémie et générale. On passe aux causes mécaniques, donc obstructives. On peut avoir une obstruction vaginale, cervicale, utérine, tubaire ou péritonéale. Donc, on commence par les obstructions ou la cause mécanique vaginale. On peut donner comme exemple le diaphragme vaginal, la cloison vaginale. Ils vont s'exprimer par des aménorrhées, bien sûr, parce qu'il y a un obstacle à l'écoulement au cours du cycle. Une cause cervicale. On peut retrouver une sténose cervicale qui peut être d'origine chirurgicale ou après une conisation. Une cause utérine, un fibrome, un polype, des synéchies utérines, des cloisons utérines qui peuvent être à l'origine de cette symptomatologie. Une cause tubaire ou tubopéritonéale. Les tubopéritonéales, elles peuvent être... donc, il y a un message, je m'excuse. L'écran est figé. Vous n'arrivez pas à voir
Je m'excuse, je vais voir si ça marche ou pas. Très bien. C'est réglé? Docteur Manage, j'espère que c'est réglé à votre niveau. Très bien, on poursuit. On était arrivé aux causes tubo-péritonéales, donc les obstructions tubaires. Elles peuvent être principalement en rapport avec une infection qui peut être spécifique ou non. Les spécifiques, essentiellement, c'est les chlamydiés et la tuberculose. Non spécifiques, c'est tous les germes. Ou elles peuvent être en rapport avec une endométriose. Il ne faut pas méconnaître l'endométriose. Hein. L'endométriose, c'est très, très important. Ça constitue un facteur important d'infertilité. D'accord? Et parmi ces mécanismes, c'est les obstructions tubaires. Donc, les obstructions tubaires, on en a parlé. Les obstructions péritonéales, on peut les voir dans le cadre d'infections aussi, mais essentiellement, elles se voient en post-chirurgical. Hein. Après une chirurgie pelvienne, on peut développer des adhérences pelviennes qui peuvent être à l'origine d'obstructions tubo-péritonéales. Voilà, là, c'était les causes féminines. Une fois qu'on a étiqueté à peu près notre orientation étiologique, on procédera à notre bilan de seconde intention. On peut compléter notre bilan hormonal par un dosage, comme on l'avait dit, dans le cadre d'hyperandrogénie, par un dosage de DHEA, d'hydroxyprogestérone, par des tests, le testoclomifène. Il y a beaucoup de bilans hormonaux qu'on peut compléter. Un bilan infectieux lorsqu'on suspecte une cause infectieuse. Une IRM cérébrale, bien sûr, dans le cadre d'un syndrome tumoral pouvant suspecter un adénome à prolactine ou là une origine ovarienne secondaire. Une hystéroscopie, une célioscopie, tout ça, c'est des examens destinés à investiguer une cause mécanique. On en a terminé avec les étiologies, donc un petit récapitulatif. On a vu la définition, l'intérêt de la question. On a détaillé la conduite de la première consultation, à savoir un interrogatoire, un examen clinique, des examens complémentaires. On a détaillé les étiologies, on a traité le volet masculin, le volet féminin. Et là, on passe à la prise en charge. Donc, les moyens thérapeutiques dont on dispose de moyens, traitement médical, traitement chirurgical, et de, bien sûr, la procréation médicalement assistée. Il faut savoir que le traitement et la prise en charge du couple infertile, de l'infertilité de manière générale, a connu un essor remarquable, notamment par le biais de la PMA. Concernant le traitement médical, on peut donner un traitement, bien sûr, notre traitement, il va être conditionné par notre étiologie. Hein. Désactivez vos micros, s'il vous plaît. Oui. D'accord, docteur Ameldage. S'il vous plaît, vous désactivez vos micros car ça risque de gêner vos camarades. Donc, le traitement médical, on décrit bien sûr ses fonctions de l'étiologie. Le traitement hormonal, on peut donner des progestatifs, des œstrogènes, des inducteurs de l'ovulation, des traitements anti-infectieux lorsque l'infection a été prouvée par prélèvement, et on va donner des antibiotiques qui sont adaptés à notre antibiogramme. Le traitement chirurgical, c'est très large et très vaste. C'est des cures chirurgicales adaptées. Bien sûr, le volet féminin, le volet masculin, on peut le proposer dans le cadre des varicocèles, des obstructions des voies, autre, le volet féminin dans le cadre d'un fibrome qui nécessite une chirurgie, d'un polype, d'un diaphragme vaginal, du cloison vaginal. À chaque cause, sa cure chirurgicale spécifique. Et bien sûr, le dernier recours, c'est la PMA. C'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire dont les principaux éléments sont les biologistes, les généticiens, les gynécologues obstétriciens, les chirurgiens. C'est pluridisciplinaire et c'est très très vaste et ça connaît un essor très important et tant mieux d'ailleurs pour les couples infertiles. Donc là, c'était les moyens thérapeutiques. On passe aux indications thérapeutiques. Bien sûr, l'indication thérapeutique est fonction de notre étiologie. On va adapter le traitement à l'étiologie. D'accord? Donc, dans le cadre d'une cause hormonale, c'est une cure chirurgicale. Dans le cadre d'une cause mécanique, c'est une cure chirurgicale. Dans le cadre d'une cause infectieuse, c'est une antibiothérapie. Et bien sûr, en cas d'échec ou lorsque le cas est d'emblée très difficile, c'est le recours au centre de procréation médicalement assistée. Les points essentiels à retenir, bien sûr, vous devez retenir qu'est-ce que 10 minutes, ok. Donc, qu'est-ce que l'infertilité?
c'est une absence de survenue de grossesse après plus de 12 mois de rapports sexuels au sein du même couple. C'est des rapports non protégés, donc en dehors de toute contraception. Vous devez retenir, bien sûr, la conduite de la première consultation, un interrogatoire minutieux, un examen clinique complet et des examens complémentaires qui sont ciblés et spécifiques à notre enquête étiologique. On retient qu'il existe de multiples étiologies qui sont très souvent intriquées et bien sûr, on retient qu'il faut qu'il y ait une adaptation de notre prise en charge fonction de notre cas. Voilà, je vous remercie d'avoir été présent et pour votre écoute. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. S'il y a des questions, on peut poursuivre. Hein. Donc, vous pouvez m'envoyer vos questions via les messages. Docteur, il n'y a pas un intérêt de réaliser un test au progestatif en première intention. Le test au progestatif, pas spécialement dans le cadre d'une infertilité. Devant une aménorrhée, on élimine une grossesse et on peut réaliser le test au progestatif pour voir si notre endomètre a été imprégné par les oestrogènes ou pas. D'accord? C'est pas une indication spécifique au couple infertile. La PMA, plus d'explications s'il vous plaît. Quelles sont les causes de... Vous allez un peu trop vite pour moi. Donc, quelles sont les causes les plus fréquentes? Les causes les plus fréquentes, c'est les causes chez la femme, c'est les causes hormonales, de très très loin. Et chez l'homme, c'est beaucoup plus mécanique, c'est les infections. La PMA, plus d'explications. Disons que la PMA, comme son nom l'indique, c'est une procréation médicalement assistée. On va bien sûr étiqueter notre couple, calculer le pronostic du couple à pouvoir concevoir ou pas. Et c'est un accord collégial, comme je vous l'ai dit, entre biologistes, généticiens, gynécologues et obstétriciens. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la fécondation in vitro, il y a les ICSI, c'est les injections cytoplasmiques de spermatozoïdes. C'est au cas par cas. On va réaliser des tests chez la femme et chez l'homme. Et en fonction de ces tests, on va décider de l'orientation de notre thérapeutique, soit en insémination, soit en fécondation in vitro, soit en ICSI. D'accord? De toute façon, c'est de l'ordre de la spécialité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Merci à vous, je vous remercie, j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, mon mail est disponible sur la plateforme, vous pouvez m'envoyer vos questions, d'accord? Quelles sont les causes? Il n'y a pas du tout de solution. J'espère qu'on aura déjà des solutions pour tout le monde, mais lorsqu'il n'y a pas de solution, on a recours à l'adoption, et l'adoption en quelque sorte, c'est une solution, d'accord? On n'a pas le droit de fermer toutes les portes à nos patients. Le support du cours, vous l'avez, le support du cours. L'SOPK, donc on ne demande pas des examens sérologiques. Les examens sérologiques en première intention, non. Les examens de première intention, je les ai cités. C'est la courbe ménothermique, le bilan hormonal, l'hystérosalpingo, l'échographie, spermocytogramme, surmogramme. En fonction de notre enquête étiologique, on pourra demander des sérologies, donc un bilan infectieux. L'SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Comme son nom l'indique, c'est un syndrome qui se caractérise par des signes d'hyperandrogénie, par des troubles du cycle, et bien sûr qui constitue un facteur très très important d'infertilité féminine. Des lives sur Facebook, je vais voir, je ne sais pas. De toute façon, mon mail, vous l'avez sur la plateforme, d'accord? Vous l'avez et vous pouvez me contacter, m'envoyer vos questions via le mail, il n'y a pas de problème. Le test d'honneur, Hakima, il a été abandonné. Avant, il figurait parmi les examens de première intention. Actuellement, il est abandonné. D'accord? Donc, je vais remonter pour pouvoir voir s'il y a plus de questions. PMA, plus d'explications. Merci à vous. Donc, la PMA, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Il y a plusieurs, la PMA, il y a plusieurs méthodes. On a la fécondation in vitro. On a l'injection cytoplasmique de spermatozoïdes. Toutes ces méthodes, elles adhèrent à des tests. On réalise des tests chez la femme, on réalise des tests chez l'homme. On va décider que ce couple doit bénéficier d'une fécondation, celui-là doit bénéficier d'une ICSI. Et fonction de la décision qu'on va prendre, la fécondation in vitro, elle a ses règles. Il faut savoir qu'en matière de PMA, il n'existe pas de protocole ni de consensus international. C'est les centres qui ont, si je peux dire, leur propre recette. D'accord? Il n'existe pas de consensus quant à la manière de mener une FIV, quant à la manière de déclencher, de donner un traitement inducteur, de décider d'interrompre l'induction, de donner un traitement qui va booster l'ovulation. D'accord?
Il n'existe pas de consensus. Mais bon, les thérapeutiques, elles sont connues. Mais le consensus et le protocole en lui-même, il n'est pas bien défini. De toute façon, c'est de l'ordre de la spécialité. Il ne faut pas trop, sauf si vous voulez faire gynéco. Hein. Merci à vous, merci à vous. Est-ce que les INS prises par la jeune fille pour des douleurs pour plusieurs années influencent sa fertilité autrefois mariée? Relation entre anti-inflammatoire et fertilité, je ne connais pas. Je pourrais faire des recherches, mais là, je ne connais pas. Par contre, ça ne sert à rien de prendre des anti-inflammatoires durant une période assez longue et de ne pas investiguer à la recherche de la cause. D'accord? Des douleurs pelviennes chroniques, on se doit d'éliminer une endométriose. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que j'ai pu vous transmettre le message malgré la situation et le contexte actuel. Merci, merci, je vous remercie. On peut doser un taux de TSH, bien sûr, lorsqu'on suspecte une pathologie générale, une hypothyroïdie, voire une hyperthyroïdie, on est en droit de demander un taux de TSH, mais ça entre dans le cadre d'un bilan de seconde intention. Merci à vous. Existe-t-il une relation entre SOPK et hyperprolactinémie? Il faut savoir que dans le cadre de l'SOPK, il existe une légère hyperprolactinémie, car la physiopathe de l'SOPK, on assiste à une hyperostrogénie. Et l'hyperostrogénie peut entraîner une hyperprolactinémie. D'accord? Il y a des cas où le gynécologue donne de la metformine. Oui, oui, on peut prescrire de la metformine. C'est un ADO. Oui, on peut le prescrire. Il a une action sur l'hyperinsulinisme et il peut favoriser la perte pondérale. Il faut savoir que la physiopathe toujours de l'SOPK, il existe un terrain d'hyperinsulinisme. Désolée, il y a un problème. La question. Je n'arrive pas à avoir les messages. Il y a combien de connexions? C'est quoi le problème? Donc, on en était là. Voilà, j'arrive à lire. Merci, merci à vous. Donc, il y a des cas où le gynécologue donne de la metformine à la femme. Pourquoi? Donc, la metformine est prescrite, comme je le disais, dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques. Je vois qu'il y a beaucoup de questions concernant le syndrome des ovaires polykystiques. Je ne sais pas s'il figure parmi vos cours. N'oubliez pas d'enregistrer la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'accord, ok, je vais l'enregistrer. Et comme ça, vous l'aurez, c'est ça? Précoce à répétition. Les cas des avortements précoces à répétition. Les cas. J'ai pas compris votre question, Hakima Hey, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on disait par rapport à la metformine? On l'a prescrit, oui. Ça va favoriser la perte pondérale, donc ça va casser en quelque sorte le cycle de la SOPK. La Diane, il faut savoir qu'elle n'est plus utilisée vis-à-vis de ses effets. C'est le risque thromboembolique. Hein. Il nous reste moins d'une minute, oui. Est-ce que la Diane fait de trop